Bienvenue sur l'allumeur de Réverbère. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez une musique de la chanteuse mauritanienne Dimi Mint Abba. Décédée en 2011 à l'âge de 53 ans, cette artiste, considérée comme la diva du désert et héritière d'une tradition musicale exceptionnelle, fait ici l'éloge de l'indépendance de son pays, la Mauritanie. C'est pourquoi nous l'avons choisi pour débuter cet épisode des podcasts de l'allumeur de Réverbère. Cet épisode sera consacré à la Mauritanie, pays assez méconnu en dehors de ses frontières. La Mauritanie est une ancienne colonie française, à cheval entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Au sud, le fleuve Sénégal fait frontière avec le pays homonyme. À l'est et au sud-est, on trouve le Mali, et au nord, le désert algérien et le Sahara occidental, occupés et annexés illégalement par le Maroc. La Mauritanie ne compte qu'un peu plus de 4 millions d'habitants, pour un territoire immense de plus d'1 million de kilomètres carrés. Territoire pour une grande partie désertique ou semi-désertique, mais qui compte tout de même des zones fertiles dans quelques oasis et dans la vallée du fleuve Sénégal. La capitale, Nouakchott, construite après l'indépendance sur la côte atlantique, concentre plus du quart de la population du pays avec près d'1 million d'habitants. Comme bon nombre d'anciennes colonies africaines, le pays est confronté au défi des relations inter- et intracommunautaires en son sein, et de construire une nation dans des frontières héritées de l'époque coloniale. Des frontières relativement nouvelles, mais qui obligent à faire société ensemble des composantes ethno-linguistiques anciennes. En Mauritanie, ces composantes anciennes ont certes une histoire partagée autour de l'islam soufi et du commerce par exemple, mais également autour de conflits armés passés et de l'esclavage. L'épisode que vous écoutez a une visée pédagogique, pour permettre de comprendre le paysage ethno-linguistique de la Mauritanie et de quelle dynamique le pays hérite de l'histoire récente et ancienne. Il permettra non seulement d'aborder la question de la nation, entre guillemets, et des relations intercommunautaires dans une ancienne colonie, mais également de donner des repères avant une prochaine série de podcasts consacrée plus spécifiquement à la question haratine en Mauritanie, haratine du nom des anciens esclaves issus de la communauté maure, la communauté arabo-berbère au pouvoir. Toutes ces questions sont très sensibles, parce qu'elles sont régulièrement manipulées par les uns et les autres à des fins politiques, mais nous allons tenter de les aborder de la manière la moins politisée possible. Pour démarrer ce podcast, nous avons donné le micro à une personnalité reconnue en Mauritanie comme en France, le professeur Abdel Weddoud Ould-Cher, anthropologue, professeur émérite de l'Université de Lorraine et spécialiste de la Mauritanie, dont il est originaire. Il nous a reçus chez lui, dans la commune de Levallois-Perret, en région parisienne, en France, le 3 septembre 2021. Il commence par nous présenter le pays de façon assez générale avant de resituer les évolutions contemporaines dans une perspective historique. Très bonne écoute. Moi, je dirais volontiers que c'est un pays un peu chimérique qu'est la Mauritanie parce que les frontières sont assez floues. L'assemblage qui a été hérité de la colonisation est lui-même un petit peu incertain. Même s'il n'y a jamais l'idée de frontières naturelles, tout le monde sait que c'est une fiction. Même dans les pays où les nations sont établies depuis très longtemps. Oui, le fleuve Sénégal n'a jamais été une frontière. Non, pas du tout. Oui, c'était une zone occupée des deux côtés par les communautés poulards principalement depuis très très longtemps. Mais aussi les éleveurs morts qui pouvaient y arriver ou les agriculteurs auxiliaires, haratines notamment, qui ont pu servir aussi à l'occasion de main-d'œuvre saisonnière pour l'activité agricole. Donc c'est un pays qui n'a pas de profondeur historique importante en tant que pays, mais qui accueille des sites, très importants historiquement pour l'ensemble de l'histoire de la région, notamment celui de Tegdaoust à Oudaros, sans doute l'ancienne Oudaros des géographes et des voyageurs arabes. Et il y a aussi le site de Koumbi Salé qui est considéré comme probablement une des capitales, sinon la capitale
l'ancien empire de Ghana. Les vieilles cités de Walata, Tichit, Chinguetti, etc., qui sont aussi des centres historiques d'une certaine envergure pour l'héritage, notamment de la culture arabo-musulmane dans la région. Mais anciennement, probablement un mixte, un mélange entre des populations qui étaient sans doute berbérophones au départ, en bonne partie aussi soninké ou mélangées à des soninké quand c'était à l'époque de l'empire de Ghana. Les pularophones également sont une ancienne très forte présence dans cette région. Et tout ça fait un paysage sociologique ou ethno-sociologique assez diversifié, qui a fini quand même par être démographiquement dominé par les hassanophones, que la littérature occidentale appelle les morts, qui s'appelle même le biran, un terme un peu vague qui regroupe en réalité, sous cette forme-là, aussi bien leurs anciens esclaves, qu'on appelle aujourd'hui les haratines, et les morts dits blancs eux-mêmes, qui ne sont pas toujours très blancs d'ailleurs. Le terme voulant, dans les langues européennes, d'ailleurs, mort veut dire à peu près noir, quoi. C'est Othello était noir, etc. Et donc voilà, ce mélange de populations avec des perceptions qui, au fil des années, surtout depuis l'indépendance, sont devenues un enjeu aussi d'identité, de lutte d'identité, de lutte de classement, diraient les bourdieusiens, pour savoir qui appartient à quoi, qui vient d'où, comment reconstruire sa propre histoire en montrant qu'on est le plus ancien, le plus important, le plus influent, etc. Avec des chiffres plus ou moins fantasmés sur les proportions, etc. Enfin bon, donc ça reste quand même assez flou dans l'ensemble. Parce que... À votre connaissance, cette diversité historique un peu entre l'Empire du Ghana, justement la présence berbère, etc., elle est enseignée aux jeunes Mauritaniens et est-ce qu'elle est prise en compte dans le récit national ? Pas trop. Je crois que dans les premières années de l'indépendance de la Mauritanie, son premier président, Mokhtar Ould Daddah, aimait à dire que c'est un pays trait d'union, qui voulait se présenter comme un trait d'union entre le Maghreb et l'Afrique noire. Et la partie du récit national en voie de construction faisait place à ces anciennes formations historiques africaines sahéliennes, prestigieuses d'ailleurs, parce que Ghana et Mali sont des formations qui sont très connues, très importantes. Et on a des témoignages assez précis, notamment celui d'Ibn Battuta, au milieu du XIVe siècle, qui est passé à Walata, et qui dit que c'était gouverné par un gouverneur qui s'appelle Farba Hussein, si je me souviens bien. Donc Farba, c'est un titre administratif de l'Empire du Mali. Donc c'était les communautés noires qui dominaient à cette époque-là. L'Empire de Ghana aussi était un empire à dominante très nettement proto-soninké ou soninké. Les noms des villes anciennes de l'Adrar, d'ailleurs, ont des origines soninké, il me semble. Pas de Chinguetti, en tout cas. Ouais. Oui, Chinguetti, c'est un lettré très important de l'ensemble de la région, qui s'appelle Sidi Abdullah al-Hajj Brahim, qui a écrit un opuscule en 1790, je crois, qui s'appelle Sahihatul Naqli, fi alawiyati Idaw Ali wa Bakriyati Mohammed Ghalli, sur l'origine généalogique à la fois des deux principales tribus constitutives de Chinguetti traditionnellement, et qui dit que le mot veut dire source des chevaux. Et nous avions un ami qui est décédé malheureusement, qui est le grand spécialiste de la langue soninké, qui s'appelait Ousmane Moussa Diagana. Et c'est d'ailleurs une indication qu'on trouve aussi dans un texte plus ancien de Charles Monteil, recueilli par Théodore Monod, sur l'Azer, et qui dit que ce terme, comme le dit Sidi Abdullah al-Hajj Brahim, ce terme est un terme en réalité d'origine soninké. Singédé ou Si-Ingédé, qui veut dire effectivement source des chevaux. Et on avait aussi des gens qui parlaient la langue azer, enfin quelques traces de langue azer, qui est probablement une sorte de soninké matiné un petit peu de berbère, qu'on trouvait à Walata, qu'on trouvait à Tichit, à Ouadan. On a des indices jusqu'au milieu du XVIIe siècle, non, du XVIIIe siècle, notamment d'un lettré très important qui s'appelle Sidi Abdullah al-Razgue, qui dit qu'à Ouadan, on parlait encore cette langue au XVIIIe siècle comme une sorte de, les pédants diraient, une koiné commerciale de l'Empire de Ghana, donc une langue qui servait de langue véhiculaire, de moyen de communication, un peu comme le sonrail l'était plus à l'est, ou l'ourdou, enfin des langues comme ça qui ont une sorte d'allure plus englobante que celle que parle la communauté d'origine qui les porte. Donc, présence du soninké est importante, ancienne, certainement. Le Wolof joue un peu ce rôle-là de langue de commerce ? Récemment, oui, parce que, enfin récemment, ça remonte depuis le XVIIe siècle, avec la création de Saint-Louis dans les années 1750 et des Rouettes. Il y a eu une orientation méridionale forte des communautés maures voisines du fleuve Sénégal, et Saint-Louis allait progressivement devenir un pôle d'attraction très important pour les échanges commerciaux. Et au fil des années, le Wolof va devenir progressivement, surtout à partir de
de la fin du 19e, début 20e siècle, une langue assez pratiquée parce que beaucoup de gens, de Maures notamment, partaient s'établir comme commerçants au Sénégal et ils apprenaient cette langue. Et quand ils revenaient, même des commerçants de Nouakchott, des Maures, dans les années 60, encore, on trouvait beaucoup d'anciens de Maures revenus du Sénégal qui étaient établis là et qui parlaient le Wolof. Ouais. Vous avez mentionné la formule de Mokhtar Ould Daddah, trait d'union entre Afrique de l'Ouest et Afrique noire, entre Afrique subsaharienne et Maghreb, oui. Cette formule-là, est-ce qu'elle est juste pour décrire la Mauritanie? Non, d'ailleurs, je n'ai pas terminé tout à l'heure le propos là-dessus. C'est-à-dire que ça, c'est une affaire qui, quand vous parlez de récit national, donc à cette période-là, on faisait place à cette influence noire et berbère ancienne, parce que les Almoravides, qui allaient devenir un peu la tête de pont ce récit national, n'étaient pas encore décrétés totalement arabes. On se posait encore des questions, éventuellement à cette époque-là, sur leur arabité. Mais à partir surtout du coup d'État de 78 et particulièrement du pouvoir de Mouawiya, il y a eu une sorte de virage d'arabité assez fort et on a commencé à pratiquement nier l'existence de ces influences noires qui étaient très importantes donc anciennement, et l'arabité de la Mauritanie a été progressivement affirmée, qui n'est pas usurpée d'ailleurs parce que la Mauritanie a été très fortement arabo-islamisée entre le 11e et le 17e siècle, et la Mauritanie c'est pas le Gabon ni le Congo, c'est un pays qui a une tradition écrite notamment très forte. Oui, il y a quelques langues berbères qui se parlent encore, mais c'est très marginal. Hein. Très peu de gens, oui, on a estimé vaguement. Mon épouse a fait un dictionnaire là-dessus sur le Zenaga. Et dans les interviews qu'on a faites, on a vaguement estimé à quelque chose comme peut-être 5000 locuteurs encore de cette langue, âgés de plus de 50 ans, les 3/4 du temps. Sur plus de 4 millions d'habitants, oui, donc c'est vraiment une langue en voie d'extinction, même si elle était très présente encore vraisemblablement jusqu'à la fin du 19e siècle. On trouve les marques du berbère dans le Hassania? Oui, le lexique, surtout le lexique. La structure du Hassania, c'est une structure arabe. C'est-à-dire la manière dont les verbes se conjuguent, dont se construisent les dérivations, etc., la syntaxe. Mais le lexique fait une place assez importante. Peut-être elle estime ça de l'ordre de 15 à 20% de mots peut-être seraient d'origine berbère Zenaga, qu'on trouve encore, particulièrement dans certains champs comme la toponymie, certains secteurs de l'élevage, notamment l'élevage bovin par exemple, beaucoup moins chez les chameliers ou dans les choses qui ont trait aux chameaux. Mais il y a une présence ancienne du berbère dans ce parler, oui. Sur cette formule trait d'union, en fait, dans l'imaginaire de beaucoup de gens, ça donne l'impression que la Mauritanie serait une juxtaposition de culture maghrébine et de culture subsaharienne. Est-ce que c'est aussi simple que ça, ou est-ce qu'il y a des dynamiques vraiment spécifiques à la Mauritanie qui feraient par exemple que, en termes de dynamique sociale, peut-être le pays pourrait plus se comparer avec les autres pays du Sahel, comme le nord du Mali ou des choses comme ça? C'est toujours relu. Le problème de ces identités, c'est qu'elles sont très mouvantes à la lumière et sous la pression de l'actualité politique et des bagarres qui peuvent se déchaîner pour définir des identités. On pourrait dire qu'anciennement, il y avait quand même une interpénétration, non pas vraiment physique, parce que des choses comme les mariages mixtes ou une communication, disons, démographique significative étaient plutôt limitées, voire rares, mais le fond culturel commun était réel. Si on regarde le corpus de l'enseignement traditionnel, c'était les mêmes manuels, c'était les mêmes références, et l'islam malikite sunnite utilisant les mêmes manuels d'enseignement de la langue arabe, de la théologie, etc., des exégèses du Coran. C'était aussi les mêmes moments confrériques qu'on trouvait de part et d'autre du fleuve, y compris avec des cheikhs noirs qui étaient adoptés par les Maures comme étant comme par exemple Cheikh Ahmed Doubamba, le fondateur de la confrérie mouride de Sénégal, comme Cheikh Ibrahim Agnès de Kaolack, qui a également une très forte influence, notamment dans la région de Médera, mais plus loin. L'ancien président, par exemple, Sidi Cheikh Abdallah, était le fils d'un des muqaddam de ce Cheikh Ibrahim Agnès, de Kaolack. Donc il y avait une sorte de fond commun, de trait d'union, effectivement, sur ce plan-là. D'ailleurs, on le mentionne, y compris depuis l'époque almoravide. On dit que les sources dont on dispose, en tout cas quelques-unes, notamment Al-Bakri, par exemple, qui est le premier témoignage au XIe siècle, sur l'époque où les Almoravides, le mouvement est apparu, il signale une présence des Noirs parmi les combattants qui sont allés jusqu'en Andalousie. Les mouvements d'islamisation ou de réislamisation inspirés notamment par les mouvements confrériques
comme celui de Hajj Omar, comme avant lui déjà le mouvement des Torobé du XVIIIe siècle dans la vallée du Sénégal. Ces mouvements-là étaient des mouvements qui ont aussi des liens avec le monde mort par ailleurs, parce que la guerre de Starbaba au XVIIe siècle, une guerre à base un peu religieuse elle-même, même beaucoup, a également produit un effet d'essaimage plus au sud qui est allé jusqu'au Boundou, dans la région du nord Sénégal-Guinée, et jusqu'au Fouta Djallon. Donc les éléments éclatés de ce conflit qui a eu lieu dans le centre était au départ le Trarza mauritanien, a essaimé plus au sud et a connu une sorte de propagation qui a influencé aussi ces communautés noires, et qui en retour ont influencé aussi, une fois qu'elles se sont appropriées ces mouvements religieux, et donc ils y ont contribué pour leur part de façon très importante. Mais à partir des enjeux politiques post-coloniaux en particulier, qui se sont accentués et aggravés avec la période Mouawiya, on a assisté à une cassure de ces choses qui fait que même l'islam, qui était revendiqué par Ould Daddah comme étant un facteur d'unité important, n'est plus apparu comme tel, parce que les nationalistes noirs, bousculés eux-mêmes par les exactions et les massacres, les débuts de massacres qui ont pu être commis à partir de 89, ont commencé eux-mêmes à rejeter cette communauté de destin culturel qui les liait en réalité profondément au monde mort. C'était un peu le même monde. Et les Poularofone étaient jadis très fiers d'être eux-mêmes des gens fortement islamisés, porteurs d'une culture arabe significative, et ayant un regard assez condescendant à l'égard des Noirs plus au sud, en disant ces gens-là, ils n'ont pas trop de culture, ils ne sont pas si islamisés, enfin, c'est des musulmans plus récents que nous, etc. Mais ce type de représentation a connu un recul très fort à partir des années 89, oui. Dans quelle mesure est-ce que la frontière a chamboulé un peu toutes ces connexions ? Je ne suis pas sûr que ce soit la frontière elle-même, parce que la France, qui a créé la Mauritanie, administrativement parlant, on dit parfois les frontières sont artificielles. C'est pas si artificiel finalement que ça, parce que les administrateurs coloniaux n'étaient pas des imbéciles. Ils avaient besoin de se protéger, d'avoir des populations administrables, de reconnaître un peu les limites des zones où ils travaillaient, de savoir qui pouvait être associé avec qui, etc. Donc ils ont perçu un certain nombre de choses sur les frontières, et en particulier sur le sud, il y avait, pendant la période coloniale, un certain flou dans le rapport entre Mauritanie et Sénégal, qui faisait que le fleuve n'était pas véritablement une frontière, et beaucoup de services administratifs jusqu'à l'indépendance étaient communs au Sénégal et à la Mauritanie. Enseignement, les postes, la santé, les eaux et forêts. Oui, d'ailleurs, administrativement, c'était deux territoires séparés depuis quelques années, mais en fait, la capitale était au même... À Saint-Louis, oui. La capitale était à Saint-Louis. Absolument, et les services étaient à Saint-Louis du Sénégal, les services communs. Et moi, j'ai eu un institut sénégalais quand j'étais gamin à Boutilimi à la fin des années 50. C'était une vision aussi liée à cette espèce de tropisme méridional qui a attiré les Sahariens vers les ressources agricoles du Sénégal, vers les échanges commerciaux qu'il y avait. Et on n'avait pas à cette époque-là l'impression que cette frontière jouait un rôle très, très important. C'est pas un écueil à la mobilité ou aux échanges ? Non, pas du tout. Sauf que, la mobilité, y compris des troupeaux, était administrée par l'administration coloniale. Les gens étaient recensés, ils avaient le droit de bouger selon certains paramètres, notamment de fidélité ou de fiabilité à l'égard de l'administration coloniale. Mais en gros, ce type d'obstacle-là est plutôt d'origine européenne, d'origine coloniale, plutôt que purement locale, si vous voulez. Parce que autrement, les gens circulaient en fonction aussi d'autres paramètres qui pouvaient les brider un peu, comme la sécurité, comme les points d'eau, comme différents éléments. Mais les conditions aussi climatiques, les épidémies, épizooties, enfin un certain nombre de facteurs qui pouvaient entraver la circulation ou la favoriser. Mais comme les pouvoirs politiques traditionnels étaient assez fragiles et n'avaient pas eux-mêmes des frontières très affirmées, cette mobilité avait quelque chose d'un petit peu anarchique, en apparence en tout cas. Est-ce que vous voulez compléter un peu le tableau, on va dire, ethno-linguistique que vous commenciez à dépeindre tout à l'heure ? Vous avez parlé de la communauté maure au Bédane, dans laquelle on met de façon un peu schématique les Maures qu'on va qualifier de blancs, mais que vous dites qui sont c'est plus compliqué que ça, et leurs anciens esclaves. On a aussi plusieurs communautés qu'on qualifie généralement de négro-mauritaniennes. Est-ce que vous pouvez dépeindre un petit peu ce que ça regroupe ? Oui, ces nomenclatures elles-mêmes sont effectivement assez mobiles, un peu trafiquées, objet d'un enjeu politique, parce que les classements sont eux-mêmes le lieu d'une conflictualité. Mais dans la littérature courante, dans les mouvements politiques contemporains, on voit effectivement une distinction entre différents groupes ethniques. On distinguerait les Maures hassanophones, qui eux-mêmes étaient composés de différents
différentes parties qui, jusqu'à récemment, ne se distinguaient pas en termes d'ethnie, en tout cas. Les Haratines, par exemple, qui sont une très forte composante démographique des gens qui parlent le Hassania, jusqu'il y a une quinzaine d'années, ne se présentaient pas comme un groupe différent de celui des hassanophones en général, quoi. Ils se définissaient plutôt comme birans, comme morts. Et donc, il y a cette communauté-là, il y a les poularophones, où l'administration coloniale distinguait Peul et tout couleur, anciennement, opposition qui était entre les agriculteurs sédentaires, essentiellement poularophones, donc, et les Peuls qui sont plutôt des éleveurs nomades, mais qui pratiquaient aussi l'agriculture saisonnière, et qui étaient linguistiquement et culturellement très liés au monde poulard de la vallée. Des groupes Wolofs qui ne sont pas très nombreux, mais qui avaient une importance historique dans la région de Rosso et le delta du fleuve Sénégal. Et puis une communauté soninké assez importante dans le haut fleuve Sénégal, dans la région du Guidimara, avec un petit îlot dans la ville de Kaïdi, qui est lui d'origine peut-être, enfin d'établissement historique plus récent que l'ancienne communauté du Guidimara. Même à Nouakchott, on observe que le hassania tente à devenir une langue de communication pour certains secteurs des communautés noires vivantes à Nouakchott, ce qui n'était pas le cas dans les années 60. Dans les années 60, c'était le français ou le wolof qui permettait de passer d'une communauté à une autre. Mais depuis ces 15 dernières années, il y a eu effectivement un mouvement en direction de cette imposition, enfin cette hégémonie progressive installée à la fois de la langue arabe et du hassania dans la foulée également. C'est une question très très large, mais selon vous, les enjeux des relations intercommunautaires aujourd'hui, les principaux enjeux, lesquels vous identifiez pour construire un peu ce récit national en prenant en compte cette diversité, etc. Pour vous, comment vous les identifiez ? C'est une effectivement vaste question parce qu'elle mobilise des imaginaires, des slogans, des reconstructions historiques, des enjeux aussi économiques et administratifs précis. En tout cas, le thème de l'ethnicité qui est devenu une sorte d'enjeu. On parle beaucoup d'ethnicité, de tribalité dans les pays africains et on met sur le compte de ces phénomènes à la fois tribaux et ethniques beaucoup des malheurs de ces pays, des conflits qui y apparaissent, etc. Sans qu'on sache toujours très bien qu'est-ce que c'est qu'une ethnie, qu'est-ce que c'est qu'une tribu, des choses comme ça. Sujet que les anthropologues épluchent dans tous les sens et dont ils montrent la complexité, les limites. Sans que ce soit vraiment des questions tranchées au final. Et non, ils ne sont pas tranchés. Ce qu'on sait simplement, c'est qu'effectivement, ça débouche souvent sur des conflits. Ça, c'est observable. Et au point qu'on dit parfois que les ethnies, au moins ça tue, ça on le sait, hélas. Mais pour ce qui est de définir exactement quels en sont les contours, autour de quel type d'enjeux ils se mobilisent, c'est beaucoup plus difficile à circonscrire. Et c'est surtout, peut-être, moi j'ai tendance à penser que les États, en tout cas post-coloniaux, y ont joué un certain rôle dans la mesure où ces zones-là, comme un peu partout en Afrique, je crois, disons, l'État a précédé les nations, quoi. C'est pas, alors qu'ailleurs, souvent, le processus était le processus inverse. Et du moment que l'État était central et que le reste était assez périphérique, c'est la quête de l'État, c'est le branchement sur l'État, c'est le contrôle de l'État qui est devenu l'enjeu central. Et donc, les langues qui permettent d'arriver au poste officiel, qui permettent de contrôler les zones d'influence, parce qu'aussi l'État contrôle les marchés principaux dans ces pays-là en général. Et il y a la compétition et la course autour du contrôle de l'État qui devient le générateur peut-être le plus important d'une conflictualité qui sera, elle, lue et interprétée en termes ethniques. Donc on construira les ethnies autour de l'enjeu que constitue l'État, quoi. Et on dira notre ethnie est mal représentée. C'est ce qui se vend le mieux aussi vis-à-vis d'une population qui en général est modérément informée, modérément instruite et qui se mobilise sur des facteurs de proximité liés à la couleur, la langue, les gens qu'on voit, les parents, etc. Et donc pour mobiliser du monde, il faut leur dire vous êtes comme nous et ceux qui ne sont pas comme vous, ils sont au pouvoir, ils mobilisent tout, ils trustent tout, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont l'autorité, etc. Bon. Et donc c'est plutôt autour de l'appareil d'État et ce qui tourne autour de l'État qui devient l'enjeu des constructions ethniques, à mon avis, par ricochet. Enfin, c'est un des aspects du problème, bien qu'il soit, encore une fois, très compliqué au fond. Mais le problème, c'est que l'État lui-même, et comme vous le savez sans doute... C'est des gens... Oui, c'est des gens qui sont issus de coins, de régions, de milieux, qui ont des agendas très variés. Et la plupart du temps, d'ailleurs, dans ces pays, en tout cas la Mauritanie, je crois qu'on n'échappe pas à cette règle,
où les solidarités de proximité génératrices généralement de corruption, de prévarication, de népotisme font que les choses sont aspirées plutôt dans une spirale relativement négative du point de vue de l'unification, parce que les gens militent pour leur coin, leur groupe, leurs proches, etc. Et on finit par arriver à une situation où l'unification devient extrêmement difficile et problématique. Vous écoutez la voix du chanteur Adja Mbana Diop, artiste wolof qui fait vivre dans sa musique l'histoire du Waalo, la région à cheval entre le sud-ouest mauritanien et le nord-ouest du Sénégal, région référence pour les communautés wolof puisqu'elle vit notamment prospérer le royaume du Waalo du XVIe au XIXe siècle avec pour capitale Ndjourbel, aujourd'hui l'un des quartiers de la ville de Rosso dans l'actuelle Mauritanie. Le Wolof est l'une des 4 langues nationales de la Mauritanie, avec le Peul, le Soninké et l'arabe, puisque le Hassania, la variante locale de l'arabe, n'est pas reconnue par la Constitution. Une seule langue dispose du statut de langue officielle en Mauritanie, l'arabe, tandis que le français ne dispose d'aucun statut, bien qu'il soit utilisé de pair avec l'arabe dans l'administration et l'éducation scolaire. La question des langues constitue un enjeu fort des relations intercommunautaires dans le pays et fait régulièrement l'objet de polémiques et de manipulations politiques. Il est notamment souvent reproché au régime en place de mener une politique d'arabisation de l'administration et de l'université. Récemment, en novembre 2021, l'opposant politique Samba Thiam, issu de la communauté Peul, plaidait pour un recours aux langues nationales, dites aussi langues maternelles, comme langue d'enseignement à l'école plutôt que l'arabe et le français, et il plaide régulièrement pour l'officialisation des langues nationales. Derrière cette question des langues, c'est celle de la représentation culturelle, de la mémoire et d'un récit national partagé qui est en jeu, mais aussi très concrètement de l'accès aux droits, aux services publics, à l'éducation et à l'emploi. Pour aborder cette question des langues, notre camarade Fatikan est allé porter le micro à Nouakchott, la capitale, en décembre dernier, à Hassan Gueye, président de l'association de promotion de la langue Wolof en République islamique de Mauritanie, l'Aprolaworim. Professeur de philosophie de formation, nommé chef de département à l'Institut des langues nationales en 1987, il a assuré cette fonction et travaillé sur la recherche et l'enseignement en langue Wolof jusqu'à la fermeture de l'Institut en 1999. Il a ensuite enseigné le Wolof à l'université de Nouakchott jusqu'en 2015. Son association, créée en 1978 et reconnue en 1980, est l'une des 3 associations, avec celle de promotion du Pulaar et du Soninké, revendiquant une autre place pour les langues nationales dans le pays. Nous vous laissons donc avec Hassan Gueye, qui commence par nous présenter les motivations de son association avant de faire un historique sur la place des langues en Mauritanie depuis l'indépendance, avant de nous partager son regard sur les enjeux linguistiques contemporains. Depuis qu'on l'a reconnu, en 1980, l'Aprolaworim a travaillé avec l'Institut des langues nationales à l'époque, parce que c'était l'une des revendications de la communauté négro-africaine de Mauritanie, Pulaar, Soninké, Wolof, c'était qu'on puisse reconnaître, officialiser les langues nationales Pulaar, Soninké, Wolof, au même titre que l'arabe, et en même temps en faire des langues d'enseignement. Cette revendication a été couronnée par l'ouverture vers les années 80 d'un institut des langues nationales qui était chargé de recherche et de l'expérimentation de cet enseignement dans les 3 langues nationales, Pulaar, Soninké et Wolof. Donc, Aprolaworim, comme Bamtare Pulaar, qui est son équivalent chez les Pulaar, l'Association pour la promotion de la culture et de la langue Soninké, APLSCS aussi. Donc, nous avons tous travaillé avec l'Institut des langues nationales à l'époque pour le recrutement des enseignants, convaincre, parce que ce n'était pas évident à l'époque, convaincre les gens que enseigner dans la langue maternelle est la meilleure façon pour un enfant d'acquérir les connaissances. Donc, on a pu en tout cas convaincre le maximum d'enseignants de venir à l'Institut, d'accepter d'être affectés à l'Institut national. Le Aprolao a travaillé avec l'Institut pour la formation de ses enseignants et pour l'ouverture des classes, parce qu'il fallait aussi mener une campagne de sensibilisation au niveau des différents villages et au niveau des centres comme Nouakchott, Nouadhibou, etc., pour que les enfants, les parents d'élèves acceptent de laisser leurs enfants passer dans ces classes expérimentales. Et donc, c'était essentiellement le travail de ces 3 associations culturelles nationales, Pulaar, Soninké et Wolof.
Et nous avons réussi, avec l'Institut des langues nationales, à pratiquement élaborer beaucoup d'ouvrages, aussi bien dans le domaine de la terminologie que dans le domaine de l'enseignement proprement dit, parce que tout ce que demandait l'enseignement au niveau du primaire, de la première année primaire jusqu'à la 6e année primaire, en ouvrage, que ce soit en mathématiques, en sciences, en histoire, études du milieu, etc., tout ce que ça demandait lecture, ça a été élaboré dans ces différentes langues nationales, bien sûr, avec l'aide de l'Institut des langues nationales. Donc, notre travail au départ a été centré surtout dans le domaine de l'enseignement de la langue wolof, comme d'ailleurs toutes les autres associations. Avec le temps et avec la fermeture de l'Institut des langues nationales en 1999, et il faut dire entre parenthèses que cette fermeture n'avait aucune raison, en tout cas scientifique ni pédagogique, parce qu'après les premières 6 années d'expérimentation, où les évaluations qui ont été faites aussi bien par le ministère de l'Éducation nationale que par l'UNESCO, toutes ces évaluations étaient des évaluations concluantes positives, qui montraient que vraiment les enfants qui étaient dans ces classes avaient un très bon niveau. Et d'ailleurs, le résultat de l'entrée en 6e, parce que ici en Mauritanie, après 6 ans, les enfants font un concours pour aller au collège, donc en première année secondaire, les résultats aussi étaient positifs. La moyenne d'admis dans ces classes expérimentales tournait entre 60 et 90%, quelquefois même 99%, alors qu'à l'époque, la moyenne nationale était de 32%. Et pratiquement tous les enfants qui ont fait ces classes expérimentales, la majorité étaient orientés dans les filières scientifiques, mathématiques, sciences, etc. Donc, il n'y avait aucune raison, en tout cas objective, pour fermer cet institut. Le contexte de la naissance de l'Association pour la promotion de la langue wolof en Mauritanie est le même contexte de naissance des autres associations nationales Pulaar, Soninké. C'était dans un contexte où l'une des principales revendications dans ce pays était l'enseignement dans les langues maternelles Pulaar, Soninké et Wolof. Pour des raisons d'ailleurs connues que l'enseignement dans la langue maternelle, surtout au niveau du primaire, est un avantage net pour l'apprenant. D'autant plus qu'ici, comme nous sommes dans des écoles où nos enfants apprennent avec d'autres enfants arabes qui ont la chance d'être enseignés dans leur langue maternelle, si cette même chance n'est pas offerte à nos enfants, ils partent dans des positions défavorisées déjà, dans des écoles où c'est la course, c'est les examens, les concours, ou les sélections. Donc si tu pars déjà défavorisé, c'est sûr qu'au bout du compte, tu vas être le grand perdant. Donc c'était l'une des principales revendications et surtout la reconnaître que le pays est un pays multinational composé d'Arabes, de Pulaar, de Soninké et de Wolof qui doivent vis-à-vis de l'État avoir les mêmes droits, avoir les mêmes devoirs, donc traiter d'une manière juste, ne pas accepter une politique qui puisse exclure une communauté par rapport. Donc c'est dans ce contexte politique qu'est née ces revendications qui ont donné naissance à l'Association pour la promotion de la langue Wolof, APROLAORIM. C'est pourquoi, comme je viens de le dire plus haut, que l'essentiel de son travail était d'accompagner l'Institut pour réussir cette expérimentation. Comme vous le savez, l'enjeu linguistique en Mauritanie est un enjeu très crucial parce que, contrairement aux autres pays africains, où généralement l'enseignement se fait en français, en tout cas les pays qui étaient colonisés par la France, les écoles, l'enseignement se fait en français, les autres pays anglophones, l'enseignement se fait en anglais. Ici, nous sommes un pays où il y a 4 communautés, dont une communauté arabe. Et l'arabe est une langue qui a quand même une histoire et un passé scientifique qui est différent des autres langues qui étaient jusqu'à une époque récente des langues à tradition orale. Donc, il est normal que les enfants arabes ici dans ces pays commencent leur enseignement en arabe. Mais, ceci étant fait, les autres enfants qui n'ont pas la langue maternelle arabe, quand ils vont à l'école, comme c'est le cas jusqu'à présent, depuis que l'arabe a été introduite dans l'enseignement jusqu'à maintenant, ils partent défavorisés par rapport à l'autre composante. Donc, ça devient un problème qui dépasse l'éducation, un problème de cohabitation et de coexistence, un problème d'équité, de justice qui se pose. Ce qui fait que c'est un problème qui a toujours été d'actualité et qui, aujourd'hui d'ailleurs, avec les assises dont vous avez entendu parler, les assises nationales sur l'éducation, qui ont donné naissance à des concertations régionales sur la réforme de l'éducation qui est en perspective et des ateliers nationaux pour la réforme de l'éducation. Ce problème de la langue était au centre, l'une des questions centrales des discussions. Parce que certains pensent qu'il faudrait carrément arabiser le système éducatif, que tout le monde apprenne en arabe. D'autres
peut-être pensent qu'il faut apprendre en français. Et nous, au niveau des associations culturelles, nous avons défendu l'idée qu'il faudrait que l'enseignement au niveau du primaire se fasse dans les langues maternelles, donc arabe, pulaar, soninké, wolof. Que toutes les disciplines soient enseignées dans ces langues maternelles au niveau du primaire, avec l'introduction du français à partir de la deuxième année, pour que ça soit enseigné correctement, pour qu'il puisse être une langue d'enseignement des matières scientifiques à partir du secondaire. C'était ce que nous avons développé et nous pensons que c'était un minimum pour pouvoir accorder un maximum de chances à tout le monde dans ce système éducatif. Parce que le moins qu'on puisse demander qu'un système éducatif soit un système qui est juste et qui est équitable pour tout le monde et qui n'est pas un système qui exclut dès le départ. Cette problématique est un problème sérieux puisqu'il y va de la cohabitation et de l'avenir du pays. Ce problème linguistique, ce problème culturel en Mauritanie est un problème extrêmement important puisqu'il y va de la cohabitation et de l'avenir même du pays en tant que nation. Le problème de la Mauritanie, comme d'ailleurs tous les pays du tiers-monde, les pays africains, c'est l'absence d'État-nation au moment où nous sommes indépendants. Et ça continue jusqu'à présent, malheureusement. État-nation, ça veut dire quoi? Que la colonisation a scindé les pays qu'il avait colonisés en États. On a le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, etc., la Guinée, Côte d'Ivoire, etc. C'est des États. Mais où il y a plusieurs nationalités au sein de ces États. Il n'y a pas cette prise de conscience ou une nation avec une langue ou avec une culture, ou même si c'est avec plusieurs langues, en tout cas avec ce sentiment d'appartenir à la même nation. Ça n'existe pas au départ. Nous, ici en Mauritanie, nous étions un ensemble de tribus qui d'ailleurs le plus souvent étaient en guerre les unes contre les autres. Au sud, on avait aussi des royaumes comme le royaume du Waalo, le Fouta, le Guidimaka. Donc chacun vivait d'une manière indépendante. Et tout ce monde-là, en 1960, les Français ont créé un État qu'ils appellent Mauritanie, qui n'existait pas dans notre jargon. Et tout ce monde s'est retrouvé là-dedans. Au départ des indépendances, il y avait une volonté chez les premiers présidents de créer cette nation. La créer en commun, c'est-à-dire faire de telle manière que les 4 nationalités qui vivent dans ces pays se sentent chacune à l'aise, qu'aucune nationalité ne se sente exclue, que ce soit au niveau de l'éducation, comme on l'a dit, en respectant les données que demande l'éducation dans la langue maternelle, au niveau de la politique, au niveau des nominations, au niveau des recrutements, que toutes les nationalités sentent qu'il y a un État qui est là pour tout le monde. Ce qui fait que chacun se sent mauritanien parce que l'État mauritanien défend ses intérêts au même titre qu'il défend l'intérêt de tous les autres. Malheureusement, cet état de fait n'a pas toujours existé et n'existe pas encore jusqu'à présent. C'est ce qui fait que ce problème de la cohabitation et de la coexistence est un problème extrêmement sérieux qui mérite d'être traité avec équité, avec justice, pour que d'ailleurs nous ayons un fondement d'un État viable et à long terme. Malheureusement, quelquefois, il y a la confusion. Quand on dit Wolof, les gens pensent au Sénégal, que peut-être le Wolof vient du Sénégal, alors que c'est l'inverse. Les Wolofs qui sont au Sénégal, ils ont été d'abord en Mauritanie avant de traverser. Le mouvement des populations s'est fait du nord vers le sud, que ce soit les Alpulaar qui aujourd'hui sont au Sénégal, ou les Soninké ou autres. Ils ont quitté le nord pour descendre progressivement vers le sud. La présence, en tout cas, les plus récentes, connues, c'est qu'il y avait de grandes zones de concentration de Wolof dans cette partie, par exemple, dans le Traja, dans une zone connue sous le nom de Massar. Massar était une grande agglomération composée de plusieurs villages Wolof, où pratiquement beaucoup de noms de familles aujourd'hui, surtout les Diop, par exemple, ce qui aujourd'hui au Sénégal, ou en tout cas dans l'histoire du Sénégal, était appelé les Béthio. Quand tu entends parler de Ross Béthio, c'était la capitale de Béthio. Béthio, c'était un titre en Wolof qui vient après le Barak, qui était le roi du Waalo. Ces gens sont originaires de ces villages-là, qui est vers Togomant, donc à près 60 km de Rosso. C'était une grande agglomération de Wolof, où les Wad même, d'où descend l'ancien président Abdoulaye Wade. Les Wad étaient les Jaraf de Massar. Il y a Tchénou, qui est aussi sur la route de Rosso avant d'arriver à Togomant, à peut-être 70 km de Rosso, qui était un grand village Wolof, Togomant, etc. Ce sont de ces villages
ils descendent progressivement vers le sud et ont traversé le fleuve pour aller s'installer au Sénégal. Et d'autres n'ont jamais traversé, comme Togomante par exemple. C'est avant d'arriver à Rousso Karma. Ils n'ont jamais quitté d'ailleurs le lieu où ils sont. Ils n'ont jamais vécu d'ailleurs au bord du fleuve. Et des villages comme Touguen, Garak viennent de ces villages. Donc les Wolofs font partie de ceux qui ont historiquement peuplé parmi en tout cas les premiers à peupler la Mauritanie. Et par conséquent, après l'indépendance, c'était des gens qui étaient là, respectés par tout le monde. Donc c'était évident que la nationalité Wolof ou la langue Wolof soit considérée dès le départ, pour des raisons d'ailleurs historiques dont je viens de parler, et des raisons sociales, compte tenu même de l'ouverture qui est connue dans cette communauté et de cette capacité vraiment d'intégrer beaucoup d'autres communautés, parce que chez le Wolof, on trouve pratiquement tous les noms. Tu trouves des Sal, des Ba, des gens qui sont d'origine pulaar, des Sènes, comme Kermassène par exemple, qui sont d'origine soninké, des Arabes. Donc c'est une société qui est très ouverte et qui intègre tout le monde et qui aussi est intégrée par tout le monde. Ce qui fait que malgré le fait qu'il n'y a pas beaucoup de Wolof, parce que la majeure partie des villages, comme je l'ai dit, ont quitté cette partie, la rive droite du fleuve Sénégal, pour s'installer dans l'autre rive, pour des raisons, surtout des raisons de sécurité, avec la colonisation, les guerres quelquefois qui ne terminaient pas, l'insécurité qui régnait, l'affaiblissement donc des royaumes et des tribus qui ne pouvaient plus assurer la sécurité. Beaucoup de villages ont quitté cette partie mauritanienne pour s'installer à l'autre côté du fleuve, qui est actuellement le Sénégal. Et il y a aussi le fait que c'est un aspect important dans la communauté Wolof. La colonisation a commencé par Saint-Louis, le Waalo d'abord, donc par la communauté Wolof. Quand la Mauritanie est devenue indépendante, tous les premiers fonctionnaires, c'est pratiquement les Wolof qui ont construit la Mauritanie. Quand tu avais besoin d'un maçon, d'un chauffeur, d'un menuisier, des électriciens, c'était généralement des Wolofs qui ont construit tout ce qui a été fait ici en Mauritanie, qui était présent partout, présent dans nos secteurs importants comme la pêche, dans les marchés. Donc ça a fait que la communication vraiment a pu se développer d'une manière extraordinaire dans le pays. À un certain moment donné, ici, avant les événements de 89, ici à Nouakchott, vous n'allez pas me contredire, quand tu partais à Sapra ou au 6e, d'une manière générale, la langue de communication dans les rues de Nouakchott, c'était le Wolof. Qu'on soit Pulaar ou Maure ou Soninké, les jeunes qui sont nés ici, ils communiquaient entre eux en Wolof. Un avantage non le moindre que la langue Wolof aussi en tant que langue est une langue très simple. Par exemple, en pulaar, du singulier au pluriel, ça change. Chez nous, ça ne change pas. En arabe, ça change chez nous. Donc, c'est très simple et très économique. À partir d'un seul mot, on peut créer beaucoup de mots. Par exemple, quand tu dis Ndaou, qui est envoyé, si tu changes l'article Ndaoussi, ça devient la femme. Ndaouli, c'est l'envoyé, etc. Donc, à partir d'un mot, on peut, en changeant les articles, créer beaucoup de... Donc, c'est très simple linguistiquement. Et la communauté aussi facilite vraiment par sa nature l'intégration. Ici, quand on dit plaidoyer pour le Wolof en tant que culture ou le Wolof en tant que langue, ça ne peut pas être dissocié du plaidoyer pour le Pulaar ou le Soninké, parce que c'est les mêmes problèmes qui se posent à ces trois communautés. Et nous avons élaboré, vers les années 2018, je pense, un plaidoyer pour l'officialisation des langues nationales et leur réintroduction dans le système éducatif. C'est un document d'une trentaine de pages, je crois, qui donne les arguments, qui explique que nous devons officialiser d'abord nos langues nationales, comme ça a été fait d'ailleurs chez nos voisins du Maghreb, en Algérie, au Maroc. Le tamazight est une langue qui est devenue une langue officielle là-bas, alors que c'est pas l'arabe. L'arabe était d'abord la langue premièrement officielle, mais les autres langues nationales, comme le tamazight, ont été officialisées. En nous appuyant aussi pour la réintroduction de ces langues nationales dans le système éducatif, nous sommes appuyés sur l'expérience de l'Institut et les recherches qui ont été faites par l'UNESCO partout dans le monde, qui sont en faveur d'un enseignement qui doit commencer dans les langues maternelles. Nous avons fait ce plaidoyer-là. Nous avons mené une campagne au niveau de tous les partis politiques importants dans ce pays, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la société civile, pour les expliquer le contenu de ce plaidoyer. Nous avons aussi travaillé dans d'autres axes en faveur des langues nationales, surtout avec le Parlement, parce que nous avons élaboré au profit du Parlement un lexique, une terminologie de plus de 500 mots traduits
pulaar, soninké, wolof, arabe, anglais. Donc, pour aider, parce que la traduction dans les langues nationales a été introduite depuis l'année passée au niveau du Parlement, pour aider les traducteurs là-bas à mieux faire leur travail. Nous avons aussi toujours dans le plaidoyer vraiment pratique, aider au niveau de l'ENA, qui est l'école où les administrateurs et juristes mauritaniens sont formés, qui ont commencé aussi à enseigner les langues nationales, former des enseignants qui enseignent aussi ces 3 langues nationales là-bas au niveau de ou même au niveau de l'université. Nous avons envoyé à la demande bien sûr de ces institutions, des jeunes femmes et garçons qui sont en train de travailler là-bas et d'enseigner les langues nationales. C'est sur cette musique de Sidi Bailel Thiam, grande voix de la musique Peul de Mauritanie, que nous quittons Hassan Gueye. Pour conclure ce podcast, nous avons choisi de donner la parole à un profil particulier, un artiste rappeur, parce que le rap se révèle être le principal champ artistique, culturel, musical, capable de mélanger les communautés et les langues, notamment autour d'une jeunesse urbaine. Également parce que les artistes de hip-hop assument un discours critique contre les discriminations, le racisme et le clientélisme, ou encore en faveur d'une justice et d'une mémoire active suite aux affrontements interethniques de la fin des années 80 et début des années 90, ce que beaucoup de Mauritaniens appellent les événements de 89. Je vous laisse donc avec Khan Limam Manza, figure emblématique du hip-hop mauritanien, artiste rappeur, producteur et opérateur culturel que nous avions interrogé en 2020 chez lui, à Saint-Denis, en France, en banlieue parisienne. Il était notamment revenu sur le changement des symboles de l'État mauritanien, le drapeau et l'hymne national, après un référendum en 2017, et sur la place de la religion dans les représentations collectives. Je pense que le débat aujourd'hui de l'unité nationale en Mauritanie, je vais le formuler comme ça, son seul allié ou son meilleur allié, ce serait le rap mauritanien. D'un premier point de vue, quelque part, c'est comme s'il y avait une discrimination linguistique. Mais ça va au-delà de ça. Il y a une certaine arabité ou une certaine arabisation, je dirais, de l'institution et même jusqu'aux citoyens mauritaniens qui n'a pas lieu d'être. Parce qu'il n'y a aucun arabe en Mauritanie, je le dis, je l'assume, parce qu'en même temps, il y en a beaucoup. Moutanabi le dit, l'arabité, ce n'est pas une culture. Sont arabes tous les locuteurs de cette langue. Il y a des berbères, il y a d'autres et d'autres communautés qui ont en commun cette langue. Mais il y a eu un gros débat sur le changement de l'hymne national. Il y a eu un gros débat sur le changement du drapeau. Ouais, des symboles en général. Ouais. Tous les symboles. Pour moi, le fait que ces symboles ont été changés, la manière, si elle est démocratique, alors si on appelle à la démocratie, nous devrons nous y conformer, même si, dans mon cas, je préfère l'ancien drapeau et je m'y reconnais plus que le nouveau. Par contre, j'ai accepté le nouveau par devoir pour moi, 1, patriotique, 2, par respect des choix démocratiques. Parce que quand même, les symboles ont été validés par des élus qui ont décidé que ce serait ça. Même si c'est un pouvoir qui était en place et qui a fait un forcing pour que les gens votent pour ça. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Mais, oui, parce que en fait, même lorsqu'il y a un référendum, il y aurait plein de choses à dire. Voilà. Qu'à un moment, au référendum, tout le monde a dit oui, en tout cas la majorité. Alors qu'au moment d'appeler au référendum, les militants que nous sommes, ont appelé les gens à aller voter massivement non. Et ils n'ont pas voté. Les gens n'ont pas voté. Oui, il y a une abstention record. Il y a une abstention record, mais s'il y a une abstention record, annule-t-elle un vote? C'est ça la question. Le fond du problème, il est là. Après, il ne faut pas être très hypocrite parce que dans la tendance, on dit non, au symbole, tout le monde va, non, au symbole sans aucune raison, sans aucune analyse. Ouais. Voilà. L'autre question, c'est cette question d'arabisation de l'institution, etc. Ça, c'est un leurre.
Quand on dit qu'on est mauritanien et qu'on est une république islamique, là, c'est vraiment, je ne vais pas être extrême, mais je vais être radical et pragmatique. Tout musulman doit savoir lire l'arabe et l'écrire si on veut aller vraiment dans le fond des choses. Il s'agit de cette question. Soit on est musulman, et musulman parce qu'on croit à un livre, on croit à ce qu'il dit, parce qu'on sait le lire, parce qu'on sait le comprendre, on sait le décortiquer, parce qu'on y croit réellement. Mais si on y croit parce qu'on suit une tendance, est-ce que les Mauritaniens se posent ces questions-là? La majorité de ces Mauritaniens qui se disent musulmans tous les jours, ils récitent le Coran, ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire peut-être. Ou bien ils ont la traduction, l'interprétation. Il n'est pas interdit à qui que ce soit de lire le Coran en français ou en anglais ou en chinois. Mais par contre, l'une des premières recommandations qui a été donnée dans le Coran, c'est le fait de lire. Pourquoi je dis que je veux développer cette question? Parce qu'il y a une grosse hypocrisie dans la contestation. La contestation doit être sincère. De bonne foi, tu veux dire? Surtout dans une république islamique, j'ai envie de le dire comme ça, dans une république islamique, si vraiment ces valeurs sont réelles, sans pour autant essayer de rentrer dans le développement de dire c'est un islam saint, c'est un islam de paix, c'est un islam tolérant, c'est un islam qui se respecte et qui respecte les autres, qui n'empiète pas sur d'autres valeurs. Et se revendiquer mauritanien, c'est accepter d'abord ce slogan-là. Sinon, de ne pas être hypocrite à vouloir réclamer par exemple une laïcité en Mauritanie en courant en Chine ou bien au Japon et de dire le plus souvent dans les interviews, je dis que je ne dis que des choses pour défendre mon pays. Si j'ai envie de dire des choses contre mon pays, j'ai envie de les dire en Mauritanie. Et je l'ai toujours fait. Mais aujourd'hui, il y a énormément de Mauritaniens qui pensent autre chose, mais qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas pris la sincérité et la responsabilité de l'assumer et de le dire. Pour cette question, moi j'assume le fait que des institutions ont été manipulées pour qu'on change les symboles. Des personnes ou des personnalités, des élus ont été même soudoyés pour qu'on change ces symboles. Mais à partir du moment où on a appelé à la résistance pour qu'on ne change pas ces symboles, pour moi, les déserteurs n'ont pas de place dans le débat. Vraiment, ça c'est... Mais justement, sur le champ des symboles, avec le rap, vous avez vraiment un outil de réponse un peu à tout ça. Oui. Et beaucoup plus populaire que l'hymne national ou le drapeau, en fait. Ouais, nos chansons sont plus populaires que l'hymne national. C'est comme un blasphème de dire ça, mais c'est vrai. Et qu'est-ce qui amène ça? Déjà, cette hymne nationale, elle est à changer. Elle a changé pour deux raisons simples. La première, on est un pays souverain, on est une république islamique en plus, avec toutes les valeurs qu'inculque l'islam. On va sauter tous les intellectuels et tous les musiciens mauritaniens pour aller chercher un compositeur en Égypte. C'était un Égyptien qui avait composé... Ça, c'est d'une absurdité. Et ça, je le dis tout de suite. C'est pour ça que je disais que l'arabisation, l'arabité, c'est un leurre. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un complexe. Tu sais, il y a l'expression « Nahnu l'Arab », nous les Arabes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tous les locuteurs. Je te donne un exemple. Souvent, on dit les Arabes n'aiment pas les autres. C'est pas vrai. Le rapport change avec un arabe, quel qu'il soit. Même si tu es plus foncé que mon café. Tu vas voir un arabe, tu le croises, que tu ne connais pas. Le rapport change dès lors qu'il t'entend parler sa langue. C'est que la langue n'appartient à personne en fait. Ce que tu disais aussi, c'est que c'est un outil de marginalisation linguistique aussi. Oui. Pourquoi cette marginalisation linguistique? Parce que comme je l'ai dit, la moitié des Mauritaniens ne parlent pas arabe, ne lisent pas arabe, n'écrivent pas arabe. Il y a des exceptions, même dans les communautés, dans le nôtre. Moi, je suis une exception, par exemple, à ça. Par contre, des mois, il y en a beaucoup, mais ce n'est pas tous les Mauritaniens. Et transformer, on va dire, l'outil administratif dans cette langue, c'est être en paradoxe avec la réalité quotidienne. Parce que les interlocuteurs de la Mauritanie, ce n'est pas le monde arabe. En majorité, c'est le monde francophone et anglophone. Et même lorsqu'ils ont commencé à faire tous les avis et autres dans les ministères en arabe, il y a un ministère, le ministère du pétrole. Jamais tu vas voir une phrase en arabe. Jamais tu le verras. Il y a une hypocrisie administrative. C'est simplement les interlocuteurs au ministère du pétrole ne travaillent pas en arabe, ils travaillent en anglais ou en français. Il y a la question de la noiritanité. C'est ça. Tu vois? La noiritanité met tout de suite, un grain dans l'œil. Et aussi change le rapport tout de suite. Pourquoi? Parce que quand on entend Mauritanie, on imagine des gens en voile, sur le chameau, etc. Et que dès qu'on arrive en Mauritanie, on a l'impression que c'est un pays de noirs.
Mais ce n'est pas une impression, c'est une réalité. La majorité des Mauritaniens sont noirs. Et ça gêne. Mais par contre, la langue qui veut être assimilée à l'arabe et qui ne l'est pas, pour moi et pour beaucoup, il y a un travail vraiment de recherche linguistique à faire en Mauritanie, juste le rapport entre la Hassania et l'arabe. On remonte un peu plus haut, au Maroc, il y a une réelle appropriation de la langue berbère. Les Amazirs, par exemple, sont fiers de ce qu'ils sont et ils ne veulent même pas qu'on les traite d'arabe. En Algérie, pareil. On arrive au terme de cet épisode. On remercie le professeur Abdelwadoud Oulcher, Hassan Gueye et Khan Limam Monza pour leur lumière et le temps qu'ils nous ont consacré. Et on espère que leurs explications vous ont donné des clés de compréhension sur les relations intercommunautaires et les enjeux de l'État-nation dans ce pays méconnu qu'est la Mauritanie. Pays qui partage avec ses voisins du continent africain des problématiques politiques, culturelles et sociales complexes et que nous n'avons fait ici qu'effleurer. Le sujet aurait par exemple mérité d'y ajouter la question de la persistance du système de caste ou de pratiques d'esclavage, sujet que nous aborderons dans une prochaine série de podcasts, ou encore les nombreuses tensions qui naissent autour de l'exploitation de ressources naturelles et des impacts du changement climatique, ce que nous avions notamment abordé dans le 3e épisode des podcasts de la lumière de Réverbère. On se quitte comme on a commencé, en musique, avec ce morceau intitulé Keka, du jeune artiste soninké de Mauritanie, Demba Tandia. A bientôt, et gardons nos lanternes allumées. Dua jabi, dua reme, dua jabi.